Bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats de deux expérimentations qu'on a fait sur l'entretien du sol en viticulture. Je tiens à remercier les personnes qui ont pu participer à cette étude, Thierry de Couchant au niveau de la SICAREX. Ainsi, je n'ai pas mis quand même tous les collègues du domaine qui ont participé activement aux opérations d'entretien du sol. Également Sophie pour la partie ACV et puis Christophe Gaviglio, collègue du Sud-Ouest, pour la partie économique. Puis également la collaboration financière de la région Rhône-Alpes. Alors les objectifs de ces expérimentations, donc réduction d'utilisation des herbicides, d'une part dans le cadre du plan éco-phyto, réduction des pesticides de façon générale, et puis le fait qu'on a, par rapport aux analyses qui sont faites sur les eaux, qu'elles soient de surface ou souterraines, on a mis en évidence l'importance des pesticides en général dans ces eaux et notamment, plus particulièrement, des herbicides. Donc c'est vrai qu'on a quand même une grosse demande au niveau environnemental à ce niveau-là de réduire l'utilisation de ces herbicides. Alors c'est vrai que c'est un effort qui a été fait, qui est assez important au niveau du Beaujolais, depuis une vingtaine d'années on va dire. Par contre qui peut poser des problèmes, notamment en Beaujolais village et en crue. D'une part du fait des conditions de production, des modes de conduite, notamment le gobelet qui est quand même un petit frein par rapport à certaines techniques d'entretien du sol, notamment je pense au désherbage mécanique, mais également par rapport au type de sol. C'est vrai que sur des sols granitiques et notamment quand ils sont superficiels, il y a certaines techniques, notamment l'enherbement, qui peuvent poser problème. Donc on a essayé de s'intéresser à ces cas-là, alors pas tous ces cas-là, c'est vrai que en coteaux sur des sols superficiels, si on reste sur du gobelet à densité élevée, honnêtement je ne vois pas très bien quelle solution on pourra avoir, à part transformer, passer à des cordons à des densités plus élevées qui pourraient permettre d'enherber, ce qu'on peut faire dans certaines situations. Nous on s'est plus intéressé à une situation, je dirais, un peu médiane, mais qui est quand même assez importante en Beaujolais, donc des parcelles sans trop de plantes, mais avec des sols quand même assez profonds. On a pris également en compte la modification des décrets qui ont eu depuis 10 ans, qui permettent d'une part de réduire les densités de plantation et de modifier également le mode de teint, et de passer notamment du gobelet au cordon, qui permet aussi d'autres possibilités, notamment au niveau de l'entretien du sol. En tout cas des techniques culturelles qui sont plus faciles à faire sur ces modes de conduite. Et donc on a essayé d'étudier le plus largement tous les impacts de ces techniques culturelles, de ces techniques d'entretien du sol, à la fois au niveau agronomique, qualitatif, environnemental et puis économique. Alors au niveau de la situation, donc la parcelle se situe à Saint-Étienne-la-Varenne, elle est exploitée actuellement par la SICAREX. On est sur un sol typique granitique, 75% de sable, 7% d'argile, par contre qui est quand même assez profond. On avait fait des fosses avant la mise en place de l'essai, on arrivait à trouver quand même des racines jusqu'à 1m30, 1m50, donc qui montrent qu'il y a quand même pas mal de sol dans cette situation. Par contre on est sur une pente d'à peu près 8%, donc qui est quand même très, très légère à ce niveau-là. Et donc on est parti sur ces parcelles, donc on a laissé une parcelle non transformée, donc on a laissé en gobelet sur échalas avec la densité initiale qu'on avait sur la parcelle, donc un peu plus de 9000 pieds-hectares. Et puis une autre parcelle qui a été transformée, donc il y avait 2 années de plantation, qui a été transformée d'une part en arrachant un rang sur 2, donc on passe à 2,20 m sur 1 m, et en transformant le gobelet en cordon et en palissant le tout. De façon à prendre en compte ces modifications de décret qui permettent d'avoir des possibilités un peu plus larges au niveau des modes de conduite. Et donc cette étude a apporté de 2008 à 2013. Au niveau des modalités, donc sur la partie non transformée, il y a la modalité témoin entre guillemets, c'est-à-dire le tout chimique, désherbage sur l'interrang et sur le rang, de façon chimique. La modalité enherbée, c'est-à-dire qu'on laisse toujours la partie sous le rang qui est désherbée chimiquement et on enherbe l'interrang, depuis à peu près 40-50% de la surface qui est enherbée. Initialement à base de pâturin, on a essayé de choisir une espèce qui n'est quand même pas trop concurrentielle. Et donc l'enherbement a été mis en place en 2008, au départ de l'essai, au printemps 2008. Et enfin la dernière modalité, c'est la modalité mécanique, où on désherbe à la fois sous le rang et sur l'interrang mécaniquement. Et donc sur l'autre parcelle, la parcelle qui a été transformée, qui est en cordon,
on a deux modalités qui sont enherbées sur l'interrang, avec une modalité qui est désherbée chimiquement sur le rang et une autre modalité qui est désherbée mécaniquement sur le rang. Et enfin, une troisième modalité qui est désherbée entièrement mécaniquement, que ce soit sous le rang ou sur l'interrang. Donc là aussi, hein, la mise en place de l'enherbement a été faite au printemps 2008, sachant que la transformation du gobelet en cordon a également été faite fin d'hiver 2008. Voilà donc pour la présentation de ces modalités. Au niveau des conditions climatiques, donc rapidement pour rappeler un petit peu hein, les conditions climatiques de ces 6 millésimes. Donc là je vous ai représenté hein, de façon assez synthétique température et pluviométrie. Donc vous avez en rouge, en histogramme rouge, la pluviométrie du printemps. Donc printemps en fait ça part de la date de débourrement jusqu'au 30 juin. Hein. Bon, voilà, c'était pour faire un partage. Et puis après les précipitations d'été, donc c'est du 1er juillet jusqu'à la date de vendange. Donc pour les températures, alors c'est les moyennes hein, avec les mêmes intervalles de temps. Donc ce qu'on peut voir, hein, c'est bon, 2009-2011 hein, sont les millésimes les moins arrosés, hein, on va dire, avec une petite différence quand même. 2009 était quand même assez arrosé au niveau du printemps et a été surtout sec à l'été, alors que pour le 2011 ça a été plutôt le contraire. Et puis des différences aussi de température. Bon, au printemps c'était à peu près pareil, par contre en été, bon, en 2009 plus chaud que 2011. A l'inverse, on a deux millésimes très arrosés, donc 2012 et 2008, hein, avec une petite différence au niveau des températures hein, qui sont plus faibles en été pour 2008, et on a quand même plus de pluviométrie en 2012, que ce soit alors surtout au printemps mais également en été. Et enfin, les deux autres millésimes, donc 2010, qui on va dire est à peu près moyen en termes de pluviométrie, avec des températures quand même assez faibles au printemps, puis moyennes en été. Et puis 2013, on s'en rappelle un peu plus parce que c'est un peu plus récent, bon, qui avait des pluviométries moyennes, on va dire en printemps-été, donc qui a été caractérisé par des températures quand même faibles au printemps, et par contre relativement élevées en été. Voilà, donc là c'est pour montrer aussi l'intérêt d'avoir aussi des études sur le long terme, hein, enfin moyen ou long terme, 6 années. Ça permet d'avoir aussi des millésimes différents, hein, et de voir un peu l'impact aussi de ces millésimes par rapport aux techniques culturelles, techniques d'entretien du sol qu'on a mis en place. Au niveau des opérations qui ont été faites donc, sur ces deux essais, donc tout d'abord pour la partie non transformée. Alors pour la partie non transformée, c'est vrai que ça a été assez délicat parce que on n'avait pas obligatoirement le matériel adéquat, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites quand même manuellement. Hein. Mais bon, en termes d'intervention et d'opération, bon, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Donc vous voyez que ça a été surtout pour le mécanique, hein, qui intègre beaucoup plus d'opérations, hein, notamment butage, débutage, et puis également des désherbages mécaniques sur le rang et puis sur l'interrang. Sur le chimique, donc bon, essentiellement bien évidemment des herbages chimiques, et puis sur la partie enherbée, bon, le fait qu'on soit un peu plus haut au départ de l'étude, tout simplement parce qu'on a pris en compte aussi la partie enherbement de la parcelle, hein, qui est intégrée dans ces opérations. Et puis donc on a un peu plus également en 2012 et surtout 2013 d'opérations, dans le sens aussi on a été obligé, ben, surtout 2013, où ben, on a vendangé tard, donc le cycle végétatif a duré plus longtemps, donc on est intervenu également plus souvent. Et à l'inverse, vous voyez 2011, hein, millésime sec notamment au printemps, donc pas de grosse concurrence au niveau des adventices, hein, et donc du coup une réduction hein, des opérations générales. Sur la partie transformée, bon, vous voyez qu'au niveau nombre d'opérations, donc, bah, on en a un peu plus sur l'enherbement avec des herbages mécaniques, c'est logique, hein, puisqu'on intervient sur le rang à ce niveau-là en plus des tontes. Hein. Et puis vous voyez également bah, l'influence du millésime 2011 aussi, bon, qui était plus facile à gérer hein, que les autres millésimes. Au niveau, alors, le résultat de ces techniques d'entretien du sol, donc on l'a caractérisé par les recouvrements, par les adventices. Alors, bon, vous avez 2 ou 3 passages par an, donc là j'ai décidé de vous montrer surtout le pourcentage de recouvrement qu'on pouvait avoir en été. Vous voyez en fonction donc, des années, des différentes modalités. Alors 2008, bien évidemment, c'était la mise en place hein, de l'essai, et puis donc la parcelle avait un passif en antécédent des herbages chimiques, donc c'est vrai que ça a été voilà, peu de recouvrement parce qu'il y avait encore toute la rémanence des anciens herbicides.
Ensuite, ce qu'on peut voir sur ce graphique, bon, vous voyez qu'au niveau du désherbage chimique, bon, bah, c'est relativement, bon, c'est très bien contrôlé, hein, bon, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des herbages mécaniques, bon, même si vous voyez qu'il y a quand même un pourcentage de recouvrement bon, qui varie de 10 à 20% suivant les années, bon, c'est quand même pas trop, voilà, on a réussi quand même à contenir hein, le développement des adventices. Je vous ai quand même laissé 2013 où c'est vrai qu'on peut avoir ponctuellement bon, des soucis alors, de développement d'adventices. Bon, 2013, c'est surtout parce que ben, l'année, voilà, le cycle végétatif a été plus long, donc on a eu un développement en fin de cycle hein, de ces adventices. Pour la partie transformée, bon, bah, pareil, hein, pour le désherbage chimique, vous voyez, bon, bah, on est quasiment à zéro, hein, donc c'est voilà, très efficace. Et pour le désherbage mécanique, bon, vous voyez qu'on reste toujours sur ces 10-20%, hein, sauf bah, certaines années bah, où on a eu un peu plus de pluie, notamment au printemps, où c'est un peu plus délicat de maintenir, hein, de contenir ces adventices. Donc retenir surtout bah, que le mécanique, on a toujours quand même plus d'adventices qui se développent que sur un désherbage chimique. On verra que ça a des conséquences après, notamment au niveau agronomique. Alors sur ces résultats, ensuite je passe aux résultats viticoles. Alors sur la vigueur, hein, donc, qui est mesurée par, comme indicateur le poids moyen du sarment, bon, vous voyez sur la partie non transformée, on n'a pas de différence significative en fait. Hein, vous voyez que les modalités sont très proches, même si on peut remarquer que bah, suite notamment à l'enherbement, au passage au mécanique, on a quand même une petite diminution de la vigueur hein, les 2-3 premières années. Ah, mais bon, vous voyez, ensuite, les trois années suivantes, il n'y a vraiment pas de différence en termes de vigueur. C'est quand même différent au niveau de la partie qui a été transformée. Ah, on veut voir, donc les différences significatives hein, sont mises avec des petites étoiles rouges. Donc vous voyez que le mécanique hein, présente des vigueurs plus élevées que les deux parties enherbées, notamment la partie enherbement sur l'interrang et désherbage mécanique sur le rang. En lien bien évidemment bah, avec la concurrence qu'on peut avoir du fait de l'enherbement. On a également mesuré l'azote des pétioles, hein, sur cette, donc, ce qui permettait de voir aussi bah, d'où venaient aussi ces différences de vigueur. Au niveau azote pétiolaire, vous voyez que bon, même si on n'a que deux petites différences significatives sur les 6 années, on voit que de façon assez systématique, hein, l'enherbé est quand même voilà, moins riche en azote pétiolaire que la partie qui a été désherbée chimiquement. Bon, qui est relativement logique hein, du fait de la concurrence de l'enherbement par rapport à cet élément. Et sur la partie transformée, on a plus de différences hein, significatives, même si les écarts sont un peu moins marqués, entre donc, le mécanique, hein, qui présente les teneurs en azote pétiolaire les plus élevées, et puis les enherbements, même si vous voyez qu'il peut y avoir des différences certaines années, mais notamment les 3 dernières années, vous voyez que les enherbements sont quand même moins riches en azote, donc, qui se comprend. Hein. Aussi donc des différences qui sont plus facilement significatives sur la partie transformée que sur la partie non transformée, du fait, comme je vous l'ai dit, sur la partie non transformée en gobelet, on a 40-50% de la surface qui est enherbée, alors que sur la partie transformée, on a carrément 2/3 de la surface, donc obligatoirement la concurrence est plus importante. En termes de rendement maintenant, c'était intéressant à voir. Sur la partie non transformée, on ne voit pas des écarts significatifs à part en 2011, hein, du fait aussi du millésime hein, qui a joué. Même si vous voyez que là encore, bon, en 2008 c'était la mise en place de l'essai, donc c'est normal qu'il n'y ait pas trop d'effet. Vous voyez quand même que les premières années, même si la différence n'est pas significative, on a quand même un petit delta, une petite différence, donc des rendements un petit peu plus faibles sur l'enherbé et le mécanique, hein, qu'on ne retrouve plus ensuite en 2012 et 2013. Hein. Donc là aussi des choses qu'on peut voir assez classiquement sur ces essais, enfin sur d'autres essais qui ont pu être faits au niveau national, hein, c'est une certaine adaptation de la vigne qui s'adapte un petit peu à la concurrence, et notamment à l'enherbement. Sur la partie, non pardon, excusez-moi, oui, sur le rendement également, juste pour expliquer ces petits écarts de rendement, s'explique essentiellement par le poids des baies hein, qui est différent. Donc on a voilà, 3 années, on a des différences significatives sur cet élément, notamment sur la partie enherbée. Au niveau du rendement, donc cette fois sur la partie qui a été transformée, là vous voyez bon, une petite différence en 2008, mais bon, en 2008 on était en train de transformer les cèpes, donc ça n'a pas tellement de valeur. Vous voyez que sur les autres années, il n'y a vraiment pas de différence significative, et même au niveau des chiffres, hein, c'est donc très, très proche entre ces 3 modalités.
Impact au niveau de l'intensité de la pourriture. Donc sur la partie non transformée, vous voyez bon, déjà qu'on n'a pas eu énormément de pourriture sur la parcelle globalement, bon, un peu plus en 2008, mais sans différence significative entre les modalités, ce qui est souvent le cas. Il n'y a qu'en 2011 où le chimique est supérieur, mais bon, vous voyez que les taux sont quand même très très faibles. Donc bon, globalement, il n'y a pas vraiment d'impact à ce niveau-là, même si bon, sur l'enherbement mécanique, on peut être un petit peu en dessous, mais pas de façon significative. Sur la partie transformée, par contre, bon, on a un effet un peu plus marqué, hein, bon, 2 années sur 4, alors c'est pas énorme non plus, mais on a quand même une tendance à avoir un peu plus de pourriture sur le mécanique par rapport aux 2 modalités enherbées. Bon, là, ce qui est un peu logique hein, par rapport à ce qu'on a vu sur la vigueur. Il y a aussi une relation entre bon, la vigueur de la vigne et puis sa sensibilité à la pourriture grise. On a fait également quelques petites mesures sur le sol. Alors au niveau purement analyse de sol, bon, on n'a pas vu vraiment de différence entre le début et la fin de l'essai. On est allé regarder un peu plus ce qui se passait au niveau bon, de certains indicateurs de la vie du sol, donc notamment la biomasse microbienne, donc matière organique vivante, donc sur les 2 essais. Donc vous avez les résultats ici donc après les 6 années d'expérimentation. Donc c'est des mesures qui ont été faites uniquement sur le rang hein, pour ce graphique. Donc vous voyez qu'ici ben, il y a une influence hein, de la technique d'entretien du sol, le chimique. Assez logiquement, on pouvait s'y attendre, hein, présente des teneurs en matière organique vivante qui sont plus faibles que les 2 autres modalités, hein, en lien bon, bah, d'une part aux produits chimiques qui sont utilisés, et puis également bon, pour l'enherbement, il y a quand même la partie enherbement, on va le voir, qui peut jouer hein, sur cette activation de la biomasse microbienne. Et puis pour le mécanique également, on a d'une part bon, le fait qu'on ait des adventices, hein, je vous l'ai montré, hein, donc qui permettent d'avoir des entrées de carbone au niveau du sol, et on sait que ces micro-organismes hein, ben, aiment bien le carbone, ça permet de les faire vivre, on va dire, hein, donc ça les favorise à ce niveau-là. Sur la partie transformée, donc c'est un peu plus difficile à exploiter. On retrouve quand même l'influence du chimique, hein, qui est plus faible des 2 autres modalités. Par contre, c'est vrai qu'on a la modalité enherbement avec désherbage mécanique sur le rang qui est quand même plus élevée, assez nettement, hein, notamment par rapport à mécanique, mais surtout au chimique. Bon, qui n'est pas très facile à expliquer à ce niveau-là, même si voilà, bon, on peut éventuellement penser que le mécanique bon, a permis d'aérer le sol et d'avoir une meilleure biomasse microbienne, mais normalement on devrait le retrouver quand même aussi au niveau du mécanique, mais qu'on ne retrouve pas. Par contre, bon, ce qu'on a pu voir sur les 2 essais, en fait, c'est la différence qu'on peut avoir entre la partie pour les modalités qui sont enherbées, la partie qui est sous le rang, donc qui est désherbée chimiquement, et la partie qui est enherbée sur l'interrang. Donc vous avez les résultats ici donc pour la partie enherbée sur non transformée, hein, qui correspond à cette modalité, et sur la partie transformée, l'enherbement avec désherbage chimique sur le rang, hein, qui correspond à cette modalité-là. Donc vous avez en rouge les mesures sur le rang et en bleu les mesures sur l'interrang. Vous voyez, dans les 2 cas, les différences sont significatives. On a nettement plus de biomasse microbienne sur la partie qui a été enherbée, en lien notamment bon, avec tout ce que l'enherbement apporte, notamment en termes de carbone. Là aussi, c'est des résultats qui ont... C'est des résultats donc, qui ont pu être montrés dans d'autres expérimentations au niveau national. Voilà, et puis on a également mesuré les lombriques. Hein. Donc au niveau des résultats, sur la partie non transformée, on se retrouve avec plus de biomasse lombricienne sur la partie mécanique, hein, et moins sur les 2 autres modalités. Donc on peut mettre aussi en relation avec toujours ces histoires d'adventices hein, qui sont beaucoup plus nombreuses au niveau de la partie mécanique, donc des entrées de carbone qui favorisent aussi le développement de ces lombriciens. Par contre, donc, au niveau de la partie transformée, bon, on a un petit peu le contraire, donc là aussi c'est un peu plus difficile à interpréter puisqu'on se retrouve en fait avec plus de lombriques en fait, sur la partie qui a été désherbée chimiquement, hein, ce qui n'est pas tout à fait en relation avec ce qu'on a pu voir avant. Ensuite, au niveau des résultats œnologiques, donc ces différentes modalités ont été vinifiées hein, donc en mini-cuves. Donc, premier point qu'on a regardé, c'est la durée de fermentation alcoolique. Vous avez représenté ici pour la partie non transformée.
Bon, vous voyez qu'on a des petits écarts, alors qui ne sont pas forcément importants certaines années, plus importants d'autres, hein, notamment pour des durées de fermentation qui sont plus importantes sur la partie enherbée notamment, mais également sur la partie mécanique. Donc ça, c'est relativement bien mis en relation avec les teneurs en azote ammoniacal en encuvage, donc qui jouent bien évidemment sur la fermentabilité des mous. Vous voyez que globalement, on a quand même l'enherbement qui est plus faible, notamment que le désherbage chimique. Je dirais que le désherbage mécanique est un petit peu entre les deux. Pour la partie transformée, donc, je dirais que c'est un petit peu pareil. On voit l'influence quand même de l'enherbement, alors plus ou moins marquée suivant les années, avec des variations qui sont quand même un peu plus importantes. Hein, et on retrouve là aussi la relation hein, qui est très bonne avec l'azote ammoniacal à l'encuvage, avec des valeurs quand même qui sont plus faibles que ce qu'on a pu voir sur l'autre essai, en relation bien évidemment, comme je vous l'ai dit, au fait qu'on a beaucoup plus de surface qui est enherbée hein, sur cet essai, les 2/3, alors que l'autre on est plutôt à 40 ou 50%. En passant aussi, on est sur des tenants en azote ammoniacal sur les parties enherbées, notamment l'enherbement avec des herbages mécaniques sous le rang, qui sont en dessous des taux hein, qui sont admissibles pour ne pas avoir de soucis. En général, on propose 70 mg par litre. Vous voyez que dans tous les cas, là, sur la partie enherbée et désherbée mécaniquement sur le rang, on est en dessous. Hein, ce qui explique aussi ces écarts hein, qui sont plus importants que sur la partie qui n'a pas été transformée. Alors, ces écarts de durée de fermentation alcoolique, on le voit un petit peu, il y a une petite répercussion sur l'acidité volatile hein, des vins en finale, mais avec des écarts qui sont vraiment très faibles et bon, pas du tout décelables hein, au niveau de la dégustation. Sur les autres résultats analytiques sur les vins, donc on a, bon, je ne vous ai pas montré, mais il y a peu de différence au niveau de l'acidité du pH. On retrouve un pH un petit peu plus faible sur la partie enherbée, sur la partie non transformée. Mais bon, les résultats ne sont pas très significatifs. Par contre, sur la partie couleur et polyphénol, sur la partie non transformée, on voit qu'on a un peu moins de couleur sur le chimique. Un peu moins également de tanin, bon, sachant que les résultats, bon, vous voyez que les différences sont quand même très faibles. Et sur la partie transformée, il n'y a carrément pas de différence entre les trois modalités. Bon, au niveau dégustation, je ne vous montre pas de résultats pour aller plus vite, mais là aussi, on n'a pas vu vraiment de différence entre les modalités à ce niveau-là, que ce soit sur la partie non transformée ou la partie transformée. Alors, je passe à la partie résultats économiques. Donc on a essayé de calculer en fait combien revenaient ces techniques, enfin ces modes d'entretien du sol, sachant que bon, ça n'a pas été facile pour la partie notamment mécanique de la partie non transformée, puisque comme je vous l'ai dit, on a été obligé d'agir quand même pas mal manuellement, ce qui fait qu'on a été obligé de traduire en fait ces opérations qu'on a faites manuelles par des opérations plus mécanisées. Hein. Donc c'est une transcription à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau des résultats, donc, ont été séparés 4 postes hein, au niveau des coûts, les fournitures, les outils, le personnel et l'attraction. Alors pour la partie non transformée, de façon assez logique, d'un point de vue global, bon, on voit que le mécanique revient plus cher, hein, d'à peu près 2/3, hein, 35, 30, ouais, à peu près 35%. L'enherbement est également plus cher que le chimique, d'à peu près une dizaine de %. Les différences se font surtout sur le personnel, logique, hein, sur le mécanique, puisqu'il faut passer les outils. On a quand même, en termes de coûts, 6 fois plus de coûts de personnel que dans la partie chimique, hein, ce qui est quand même important. Et puis également, éventuellement, un coût plus important sur tout ce qui est traction. Bon, sachant sur le chimique enherbé, vous voyez, il y a peu de différence. Plus sur les outils pour l'enherber, parce qu'il y a la partie tonte hein, qui est importante. Bon, je dirais que c'est quelque chose qui est assez logique et auquel on s'attendait, hein, mais c'est bien aussi de le montrer et puis de le chiffrer. Et sur la partie transformée, eh ben là c'est un petit peu l'inverse entre guillemets, là c'est plutôt la partie mécanique hein, qui revient moins cher. Hein, on a 10% de plus pour la partie enherbée sur l'interrang et désherbée chimiquement sur le rang. Et carrément 25% de plus hein, sur la partie désherbée mécaniquement sur le rang. Donc là, vous voyez qu'au niveau des différents postes, c'est surtout sur la traction qu'on peut avoir, traction et outils hein, par rapport à l'enherbement et des herbages mécaniques sur le rang, donc qui s'explique par le fait qu'on a des outils spécifiques sous le rang. Puisque ce qui est intéressant aussi de voir en comparaison des deux essais, donc j'ai gardé la même échelle aussi pour qu'on voit bien les différences, c'est que le mécanique
pardon, qui est le plus coûteux hein, sur la partie non transformée, donc gobelet densité élevée. Quand on passe à du cordon en densité plus faible, eh ben, c'est à la rigueur la modalité qui est la plus intéressante d'un point de vue économique. Ensuite, sur l'évaluation environnementale, au niveau de cette évaluation environnementale, donc Sophie, c'est Sophie qui a fait ça sous forme de CV. Elle vous a expliqué ça tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Juste par rapport au périmètre qui a été pris en compte, on a pris en compte uniquement tout ce qui est entretien du sol, bien évidemment. Vous voulez comparer les différentes modalités entre elles. Par contre, il n'a pas été possible de prendre dans cette évaluation les flux liés à l'eau de lavage du pulvérisateur parce qu'on ne les avait pas mesurés, tout simplement. Donc on n'a pas pu les prendre en compte. Et puis également, bon, ce qui est peut-être un peu plus gênant, tous les flux liés aux engins agricoles, notamment tout ce qui est matériel, tout simplement parce qu'actuellement on manque de références. Donc il y a un travail actuellement qui est fait à ce niveau-là, mais on n'a pas pu les intégrer. Alors ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, bon, ça, vous allez voir, ça avantage quand même un petit peu le mécanique. Ça aurait été intéressant, donc faut un petit peu relativiser les résultats que je vais vous présenter maintenant. Donc vous avez ici les trois indicateurs que vous a présentés tout à l'heure Sophie, hein, donc l'eutrophisation, changement climatique, épuisement des ressources fossiles, et à chaque fois donc les différents postes qui interviennent dans ces indicateurs. Donc le 100% à chaque fois il est pris pour la modalité qui a le plus d'impact hein, pour cet indicateur. Donc vous voyez que pour les deux premiers indicateurs, eutrophisation, changement climatique, c'est le chimique hein, qui est supérieur et le mécanique qui est nettement en dessous. Et pour l'épuisement des ressources fossiles, on a le mécanique qui est supérieur, les deux autres sont derrière, mais vous voyez qu'il y a peu d'écart. Au passage, ce qui est intéressant de noter, c'est quand même l'impact des désherbants, hein, qui est très important, notamment au niveau eutrophisation, mais également au niveau changement climatique hein, par rapport à notamment leur fabrication. Et puis aussi, quand même, alors un truc aussi, on était un petit peu étonné, c'est aussi l'impact des semences hein, aussi, qui jouent de façon non négligeable hein, sur l'eutrophisation notamment et le changement climatique, lié en fait aussi à leur production hein, notamment. Sur la partie transformée, cette fois, donc vous avez toujours les trois mêmes indicateurs. Donc là, vous voyez dans les trois cas, hein, le mécanique aussi, qui a l'impact environnemental le plus faible. Là encore, hein, restons méfiants dans le sens où bon, il n'y a pas l'impact des engins agricoles qu'il faudrait rajouter. Là encore, hein, bon, vous voyez aussi l'impact très important. Bon, alors là, l'impact est plus important, c'est logique par rapport à la partie non transformée puisque la surface enherbée est plus importante, hein, mais vous voyez que c'est quand même des impacts qui sont non négligeables, hein, auxquels, personnellement, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur ces essais, alors pour la partie non transformée, on a vu quand même peu d'impact hein, au niveau agronomique de l'enherbement et du désherbage mécanique, même si on a un petit impact quand même les premières années, ensuite la vigne a quand même tendance à s'adapter. Un petit point négatif pour le désherbage chimique par rapport au côté couleur et polyphénol, mais bon, les différences sont quand même faibles. Désherbage mécanique plus coûteux, mais ça, bon, on s'y attendait un peu. Et puis d'un point de vue vie des sols, c'est vrai que bon, le désherbage mécanique est un petit peu plus favorable, sachant qu'il ne faut pas oublier quand même que l'enherbement, quand on a vu les résultats sur la différence entre rang et interrang, l'enherbement est quand même très favorable à cette vie des sols hein, sur la partie qui est enherbée. Pour la partie transformée, là on a beaucoup plus d'impact hein, de l'enherbement, que ce soit sur la vigueur et sur l'azote, qu'il soit pétiolaire ou sur l'azote des mous. Bon, ce qui est relativement logique parce que la surface est plus importante, la surface enherbée. Par contre, on n'a pas vu d'effet sur le rendement à ce niveau-là. Et chose intéressante quand même, c'est que le désherbage mécanique est quand même globalement moins coûteux que les enherbements. Même si les enherbements sont quand même plus favorables à la vie des sols. Alors bien évidemment, ces résultats sont à mettre en liaison avec le contexte de l'expérimentation. Je vous rappelle, on est quand même sur des sols qui sont relativement profonds. On verra notamment sur l'essai que je présenterai après que les choses peuvent varier en fonction du type de situation. Autre petit bémol qu'on peut mettre par rapport au désherbage mécanique, hein, qui est quand même assez favorable par rapport à ces résultats sur ces essais. Des choses qu'il est difficile de prendre en compte comme ça, c'est quand même qu'il faut prendre en compte cette organisation du travail. Hein. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose qu'un désherbage chimique. Il faut une certaine disponibilité, parce qu'il va falloir agir en fonction des conditions météo, du développement des adventices. Donc ça demande quand même une certaine disponibilité en termes de temps aussi, en tout cas d'organisation.
Et puis, bon, comme je l'ai dit, il y a aussi quand même les résultats que je vous présente sont quand même valables uniquement dans ces conditions de sol. Le bémol aussi donc, sur l'évaluation environnementale, où bon, on essaiera, dès qu'on aura plus de références sur les engins et les matériels au niveau des ACV, d'intégrer ces matériels. Et enfin, en termes de perspective, bon, mise en place d'autres expérimentations, notamment d'enherbement sous le rang. Donc l'enherbement sous le rang, l'avantage, c'est de réduire un petit peu le travail à faire sous le rang. C'est vrai que le désherbage mécanique, désherbage sur l'interrang, il est facile, hein, c'est le plus délicat, c'est le désherbage sur l'interrang, donc sous le rang, pardon. Donc l'idée en fait, c'est d'enherber sous le rang. Donc on gère ensuite sous le rang uniquement grâce à des tontes, et ensuite de désherber mécaniquement sur l'interrang. Donc ça, c'est des essais qui viennent d'être mis en place. Puis d'autres essais qui ont été mis en place, c'est des essais d'engrais verts. Donc là, c'est pour contrebalancer l'effet qu'on a pu voir, hein, de concurrence de l'enherbement, notamment par rapport à l'azote. Hein, donc d'alterner en fait un interrang enherbé et un interrang avec des engrais verts, ce qui permettrait de compenser avec les engrais verts la perte entre guillemets d'azote qu'on a liée à l'enherbement de l'autre interrang. Voilà, je vous remercie de votre attention.